Bref, sans transition, nous passons au Soudan. Vous vous souvenez peut-être d'une chanson qui déclarait, si vous êtes vieux comme moi et que vous avez eu des parents qui vous ont saoulé pendant les voyages en voiture. Et je rêve que soudain mon pays soudain se soulève. Et oui, rêver c'est déjà ça, mais souvent ça ne suffit pas, surtout quand le soulèvement est militaire. Alors on en avait parlé il y a quelques semaines de la sanglante guerre du Tigré en Éthiopie, qui a fait 600 000 morts entre 2020 et 2022. Le plus grand des calmes, le silence le plus complet, avec à sa tête un ancien prix Nobel de la paix. L'ironie toujours, je vous renvoie au sujet en question. Alors la situation semble se tendre dans un autre pays de la zone, aujourd'hui au nord-ouest de l'Éthiopie cette fois, à savoir le Soudan. Contexte compliqué pour ce pays qui a connu en moins d'un siècle la fin de la colonisation anglaise, la guerre au Darfour dans l'est du pays, la séparation d'avec le Sud qui a donné le Sud-Soudan comme vous le savez. Et donc voilà un petit rappel sur le Darfour que nous propose France 24 qui va faire bugger un petit peu la connexion pour les gens qui nous regardent en rediff. Vous êtes des privilégiés, vous n'avez pas de problème de connexion, d'image qui lag. N'hésitez pas à faire des dons pour les gens qui ont souffert en live à votre place. Et oui, manifestez-vous dans le chat, même si on voit pas le chat, je relayerai les messages les plus drôles. Ils ont tué et brûlé beaucoup d'entre nous et ils nous ont expulsés de chez nous. Les avions nous ont bombardés depuis le ciel. Ah, le peur ne s'est pas Les déclenché. services de sécurité m'ont violée et battue. Dans un camp de déplacés, ces femmes racontent l'horreur du conflit au Darfour, qui dure depuis près de 2 décennies. En 2003, la dictature islamiste d'Omar el-Béchir, épaulée par les milices arabes Le nom d'Omar el-Béchir reviendra, vous verrez. Janjaouid, entre en guerre contre les rebelles issus des groupes ethniques noirs de la région. Rapidement, les Janjaouides et le gouvernement sont accusés de mener ensemble une campagne systématique de nettoyage ethnique, visant les ethnies Four, Massalites et Zaghawa. Dès 2004, les États-Unis parlent de génocide et l'ONU de crimes contre l'humanité. Ce conflit ethnique est Aussi également crime de guerre qui vient se rajouter. Enfin, il y a pas mal d'accusations. lié au partage du territoire et des ressources dans un contexte de famine dans la région. Les accords de paix et cessez-le-feu se suivent année après année sans succès. Mais en 2019, la rue chasse Omer el-Béchir du pouvoir à Khartoum. Et quelques mois Et je crois qu'à un moment, il y a eu un projet de cessez-le-feu qui a duré 1 minute. plus tard, en août 2020, Alors, je sais pas si le c'était à nouveau l'époque du gouvernement Darfour. signe un accord de paix désigné comme historique avec 5 groupes de rebelles du Darfour. Nous croyons fermement qu'une solution militaire au conflit interne au Soudan Le Salva Kiir, président du Soudan du Sud, pour les gens qui nous écoutent en audio, affublé d'un très très beau chapeau à la Heisenberg. n'est pas une option viable. Mais le retour au pouvoir de membres du régime d'El-Béchir à la faveur d'un coup d'État militaire en 2021 alimente les tensions au Darfour. Et avec le départ des casques bleus fin 2020 et une situation humanitaire toujours dramatique dans la région, les affrontements tribaux Les chèvres reviendront aussi. se multiplient. Le bilan humain de la guerre au Darfour est aujourd'hui estimé à 300 000 morts et 2,5 millions de déplacés. Alors, sur plus d'années de conflit que celui au Tigré, mais tout de même, parce que le Darfour, on pourrait remonter à la fin des années 80, peut-être qu'on va se trouver un beat un peu plus de circonstances que celui très chill qu'on utilisait en introduction. Et alors justement, alors qu'on espérait à la fin de El-Béchir, à la fin du conflit au Darfour, alors qu'on espérait enfin avec la séparation avec le Sud-Soudan que des instances civiles reprendraient enfin la main sur la politique du pays, c'est actuellement une bataille pour le pouvoir entre 2 militaires, 2 généraux qui agitent les rues de Khartoum, la capitale d'un côté, et pas que la capitale, d'un côté le général donc Abdel Fattah al-Burhan, commandant en chef de l'armée nationale, SAF pour Sudanese Armed Force, selon l'acronyme communément utilisé. Vous connaissez ma passion pour les acronymes. De l'autre côté, dans le coin droit, nous avons le général, ou dans le coin droit, ou dans le coin gauche, j'imagine que ça dépend, le général Mohamed Hamdan Dagolo, dit Hemeti, c'est comme ça qu'on l'appellera pendant le reste de la chronique, chef de la force de soutien rapide, la FSR, je crois, véritable armée numéro 2, armée bis du pays. Nous avons 2 armées dans ce pays. Si ces deux-là ne parviennent pas à s'entendre sur une unification des forces, nous irons vers l'affrontement et la destruction du pays. Sans coalition, destruction, sans vouloir faire des références un petit peu incongrues à Noob. C'est ce qu'affirmait donc cette déclaration il y a quelques semaines seulement Babikar Faisal, responsable du parti unioniste, membre de la coalition civile des forces pour la liberté et le changement.
Je sais pas si le changement c'est pour tout de suite, je sais pas si le changement c'est maintenant, si vous me permettez de faire un petit parallèle avec un des non-changements que nous avons connus. Nous allons manger des chips. L'ours qui dit des choses très très étranges sur le chat. Bref, nous avons ici quelques images du conflit actuel, proposées par Le Monde Afrique. Donc les sous-titres, je vous les ai résumés. Hein. Est-ce qu'on va être strike pour la musique ? Nous avons décidé de décréter l'état d'urgence dans tout le pays et de dissoudre le gouvernement et le Conseil de souveraineté. Ah, là par contre je vais vous le lire, chaque personne doit prendre ses droits. Sans cela nous n'avancerons pas. Il faut de l'honnêteté, il faut avancer. Donc, et là c'était, je crois que c'était Emeti. Donc là je ne sais pas si c'était Khartoum. Alors l'aviation, vous verrez aussi que ça reste l'apanage de l'armée. Emeti qui était censé être plus ou moins le numéro 2 lorsqu'ils étaient encore coalisés. Donc l'aviation et l'artillerie, c'est ce qui reste surtout à l'armée officielle. De la fumée provenant d'avions en feu garés à l'aéroport. Alors c'est justement pour ça que les aéroports étaient spécifiquement ciblés. Étant donné qu'ils n'ont pas d'avion, ils veulent pas que eux aient accès aux aéroports. Donc ils bloquent les aéroports. Militairement, c'est une bonne strat. Il faut avancer, c'est Manu. Alors on verra si on peut faire des comparaisons plus tard. Mais... il ne fait pas encore donner l'aviation sur nous, Manu, pour le moment, mais... Donc, dommage sur le tarmac. Alors, 97 personnes et le bilan qui continue de s'alourdir. On en est à plus de 200 aujourd'hui, je crois, parmi les civils. Hein. Et justement, c'est sous ce prisme-là qu'on va aborder la chose. Alors les deux hommes justement, vous le voyez sur le document qu'on vient de regarder ensemble, ils marchaient pourtant côte à côte, et ils marchaient côte à côte depuis longtemps, peut-être pas main dans la main, mais en regardant dans la même direction, celle du pouvoir évidemment. Ils ont tous deux soutenu puis destitué le premier chef d'État en exercice à faire l'objet d'un mandat d'arrêt international. Je vous avais dit qu'il reviendrait, donc le premier avant Poutine, donc accusé de génocide, de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité, Omar al-Bashir, mais la perspective d'une transition démocratique à laquelle on pouvait croire, en tout cas on pouvait l'espérer, à tourner court. Les islamistes sont ceux qui avaient le plus à perdre des négociations politiques qui avaient lieu avant la guerre. Je crois aussi que ce sont eux qui avaient intérêt à provoquer cette guerre, car si un accord avait été signé, donc voilà, avec un gouvernement civil, il aurait signifié leur arrêt de mort et les aurait exclus du jeu politique. C'est ce qu'analyse un homme, Hachim, dans le centre-ville de Khartoum, visant peut-être plus spécifiquement Al-Bourhan, qui a donné quelques gages et des postes aux islamistes. Après avoir renversé de concert le gouvernement civil, c'était le 25 octobre 2021, les deux généraux ont commencé à devenir rivaux. Bah oui, on s'allie jusqu'au... Et une fois, bah maintenant c'est chacun pour sa gueule. Et Emeti qui est principalement suivi par les Janjaweed, vous les entendiez mentionner tout à l'heure, qui se désignent eux-mêmes comme arabes. Et là on avait un nouveau document qui date d'avant la résurgence des violences. C'est sa première... qui date d'il y a 3 ans. Un document de TV5 Monde Info. On va quand même pas s'encombrer avec la démocratie. Bah, pour l'instant, ça s'est jamais trop encombré, on verra. Hein. On aimerait bien qu'il y ait un petit peu plus d'encombrement, n'est-ce pas, Satil ? Qui vient vous saluer en live et en rediff, évidemment. Première apparition en public depuis la répression du 3 juin. Le général Mohamed Hamdan Daglo, dit Emeti, fait son entrée, dressé en uniforme sur un pick-up. Avec lui, une foule de partisans arbore fièrement leur... Je sais pas comment c'est en termes de droits d'auteur, TV5 Monde. Remonétisez si vous voulez, mais ne bloquez pas. Donc je mets un filtre. Et fusil d'assaut. Une démonstration de force qui a tout... Il était vert le canon de son fusil. L'air d'une campagne de communication pour le chef des redoutées forces de soutien rapide.
Donc là, vous entendez justement Hemeti qui parle. Nous sommes face au chaos. Ces jours-ci, nous avons vécu une crise. Cette crise a eu lieu et nous n'allons pas entrer dans ces détails, seulement après l'enquête, pour ne pas affecter son équité. La crise à laquelle fait allusion le numéro 2 de la junte, c'est cette violente répression du 3 juin dernier. Donc là, on est en 2019. Et de l'armée à Khartoum, les manifestants sont dispersés à coups de tir à balles réelles. En quelques heures, tout est balayé, réduit en cendres. On comptera plus de 120 morts et des centaines de blessés. Le général aurait orchestré ce massacre. Ce fils de chamelier, réputé sanguinaire, a fait ses armes au Darfour et au Soudan du Sud. Ces hommes se sont toutes les versions ne sont pas d'accord. Est-ce qu'il a lui-même été chamelier ou je crois que c'était son oncle à la base qui était chamelier. forgés loin de la capitale, où ils ont fait régner la terreur. Surnommés les Janjaweed, ils deviendront plus tard les RSF, milices au service du pouvoir. Aujourd'hui, ils agissent en toute impunité à Khartoum. Le conseil militaire a bien reconnu et regretté les excès des milices lors de la dispersion du sit-in. Le général, lui, travaille à redorer son image. Il multiplie les meetings, entouré de ses soutiens. Si nous n'avons pas une autorité forte, nous allons sombrer. Abato Mokhtar Moussa, qui est homme politique soudanais, donc j'ai pas vu le nom revenir dans mon épluchage du dossier ce matin, mais... Dans le chaos, et perdre notre sécurité, notre stabilité. Alors pourquoi ne pas le soutenir ? Depuis la chute d'Omar el-Béchir, le général Hemeti, 44 ans, s'impose comme l'homme fort du pays. Voilà un dossier, donc un sujet de TV5 Monde pour vous faire un récapitulatif des épisodes précédents. Il y a beaucoup d'épisodes précédents. Un éleveur de chèvres pour ses adversaires de la capitale. Bon, comme on l'a vu, un éleveur de chameaux en réalité, mais un éleveur particulièrement riche, Hemeti, qui utilise cet argent pour s'acheter à la fois une bonne image internationale et procéder à un recrutement massif de troupes pour contrebalancer l'avantage que conserve l'armée régulière, donc l'aviation et l'artillerie. Ils avaient essayé, à l'époque où ils étaient encore ensemble, avec des forces séparées mais un but convergent, ils avaient essayé de se procurer des avions et des défenses anti-aériennes. Et le gouvernement incarné par le numéro 1, Al-Bourhan, s'y était opposé, sentant un petit peu le schisme arrivé. Est-ce que vous avez des réactions? T'as récupéré Internet? Non, c'est la connexion de mon téléphone, comme tu peux le constater, Aurélien. Au final, c'est l'armée qui fait la loi comme d'hab. Bah, comme d'hab, je sais pas, c'est pas souhaitable en tout cas. Et ça fait tellement longtemps dans ce pays qu'il semblerait avoir des aspirations à passer à autre chose. Aspirations qui n'aboutissent pour le moment pas. Georges qui nous disait ça sur le chat. J'allais préciser sur le chat Twitch, c'est forcément Twitch aujourd'hui. Alors qu'Al-Bourhan ou Hemeti l'emporte, justement les civils semblent résignés à ne pas encore apercevoir de lueur démocratique au bout de ce tunnel de coercition. Si le Soudan s'effondre, tous les autres pays de la région en subiront les conséquences sécuritaires. C'est comme ça que commentait il y a peu un diplomate qui n'a pas été nommé dans l'article qu'il rapportait. Une région qui n'en a certes pas besoin d'un effondrement, même si elle en a malheureusement l'habitude. Et on lui souhaite de connaître enfin un petit peu de prospérité. Il y avait notamment l'agriculture qui s'était pas mal développée, des accords entre le Soudan et l'Égypte grâce au Nil. Des barrages qui avaient été faits, même si c'est l'Égypte qui gardait le gros de la chose. J'ai pas très bien compris comment ils se répartaient, si c'était la force du courant, où il y avait 75% pour l'Égypte et 25% pour le Soudan. Le putsch militaire. Sachant que leurs deux nations ont des histoires très très liées, évidemment. Et sont très très proches géographiquement. On a ici un petit commentaire par France 24, ce qui va me permettre d'enlever le filtre, étant donné que France 24, normalement, ne bloque pas les rediffusions, et on les en remercie. Qui spécule sur les raisons du conflit. Elles sont multiples, comme on a essayé de lancer plusieurs pistes, évidemment. Terre comme mode de gouvernement, par défaut. Depuis son indépendance en 1956, le Soudan détient le triste record du plus grand nombre de tentatives de coup d'État du continent africain. Cet homme en est c'est peu dire. Sans doute le symbole le plus fort. Parvenu au pouvoir par la force, Omar el-Béchir gouverne pendant près de 30 ans avant d'être chassé par les armes. Vous imaginez, 30 ans de el-Béchir, c'était long. Là, les gens aimeraient passer à autre chose, mais non. Destitué en 2019, accusé d'avoir accepté un pot de vin de 25 millions de dollars de la part du prince héritier saoudien, il est condamné pour corruption.
La Cour pénale internationale l'accuse de crimes de guerre et de génocide pour les atrocités commises au Darfour entre 2003 et 2008, 2 décennies de guerre civile qui ont conduit à l'indépendance du Sud-Soudan en 2011. Les crises politiques et la corruption ont meurtri la population. Le Soudan figure dans le wagon de queue des 20... Ouais, et puis Aérobil qui nous dit en plus, si tu rajoutes à ça le changement climatique en cours et à venir, le pays a encore des moments difficiles à affronter, je le crains pour la population. Un pays au monde où l'indice de développement humain est le plus faible. Malgré un mouvement de protestation qui a conduit les militaires à promettre un... On dirait l'inverse du plan de Athéna. Du premier plan, vous vous souvenez, on avait fait un commentaire avec Kali, le premier plan séquence qui finit sur les hauteurs de la cité et avec un zoom comme ça, ou je sais plus si c'était... Non, c'était un dézoom, c'est le même plan. Partage du pouvoir avec les civils, un nouveau coup d'État survient en 2021. Aujourd'hui, la lutte entre factions rivales est scrutée bien au-delà des frontières du pays, notamment depuis la Chine. Les 85 000 barils de pétrole soudanais produits chaque jour représentent... Ouais, c'est surtout le Sud-Soudan qui a récupéré le gros du pactole pétrolier. Environ 60% de la richesse nationale et la quasi-totalité des exportations. Les 2 tiers sont dirigés vers la Chine. La Russie, qui souhaite construire une base militaire à Port-Soudan sur la mer Rouge, a elle tenu des pourparlers avec les chefs militaires aujourd'hui rivaux. Quant aux États-Unis, ils fournissent des millions de dollars d'aide chaque année au Soudan. Washington veut y contrer l'influence croissante russe et chinoise et empêcher le retour des bases actives de groupes terroristes islamistes comme Al-Qaïda. Sauf que si c'est Al-Bourhan qui prend une partie, vu que actuellement de facto, si ce n'est des jurés, c'est lui qui est à la tête du truc, je sais pas si c'est un bon move. Quant aux voisins directs, le général Bourhan, chef de facto du Soudan, est un proche du maréchal égyptien Al-Sisi. Je me demande qui fournit les armes des 2 rivaux. Ce serait la France, que ça m'étonnerait pas beaucoup, mais bon... Ici, tous 2 se méfient de l'Éthiopie voisine. Après, on avait vu des AK-47, on sait qu'il y a le groupe Wagner notamment qui a commencé à s'implanter un peu dans la région, donc je voudrais pas me prononcer trop vite. L'Arabie Saoudite a également tissé des liens avec le Soudan, jusqu'à obtenir le soutien de Khartoum dans la coalition militaire menée par Riyad au Yémen. De quoi réaffirmer un peu plus l'importance du Soudan dans le paysage géopolitique régional et international. Et oui, voilà, c'est pour ça que je disais une région qui a déjà connu, Sud-Soudan, Éthiopie, Érythrée, Soudan lui-même, des moments un petit peu complexes, hein, donc si on pouvait éviter d'avoir de la sbolification, pour ne pas dire de la bordélisation, mais ça semble un petit peu trop tard pour ça. Alors on avait un article, j'imagine que ça va tout faire bugger quand je vais le lancer. Donc on a un article de Elliot Brachet pour Le Monde d'aujourd'hui. Non, c'est Le Monde d'hier, je crois. Non, mercredi 19 avril 2023. C'est bien celui d'aujourd'hui. À Khartoum, la peur et la colère des Soudanais. Comprendre l'immense majorité du peuple. Comprendre évidemment les civils. Sachant aussi tout le budget qui est accordé à l'armée au détriment du reste. Vous voyez ici une photo d'une maison qui a fait les frais de cet affrontement. En raison des affrontements entre généraux dans la capitale, l'eau, l'électricité et les médicaments viennent à manquer. Donc avec une correspondante directement de la capitale là-bas. Khartoum est assiégé par ses propres forces armées. Depuis samedi 15 avril, les affrontements pour le contrôle de la capitale n'ont cessé de faire trembler les murs et les fenêtres. L'armée régulière dirigée par le général Abdel Fattah al-Bourhan et les paramilitaires des forces de soutien rapide, donc l'armée bis de Hemeti, continuent de s'entre-déchirer pour le pouvoir au milieu des civils. Lundi 17 avril, la situation restait toujours incertaine sans qu'il soit possible de déterminer le véritable rapport de force dans les rues. Le général al-Bourhan a ordonné la dissolution des FSR, désormais considérée comme une rébellion armée, sachant qu'il devait être intégré aux forces régulières à un moment. Pour sa part, le général Hemeti, s'exprimant en anglais sur Twitter, a appelé la communauté internationale à le soutenir contre son rival, qu'il décrit comme un islamiste radical qui bombarde les civils depuis les airs. On peut utiliser ça pour draguer la communauté internationale, certes. Les 2 généraux continuent d'ignorer les multiples appels au cessez-le-feu venant des Nations Unies. Ça va être dur d'avoir un soutien international si personne s'arrête de tirer, les gars. De l'Union africaine aussi, pas que des Nations Unies, de Washington, de Londres, mais aussi du Caire, qui, en soutenant al-Bourhan, joue un rôle crucial dans ce conflit. Et oui, étant donné les éléments qu'on a rappelés, alors après, est-ce qu'ils le font parce que al-Bourhan, de facto, c'est lui qui est à la tête du truc, et tant qu'il n'y a pas d'autorité légitime, c'est avec lui qu'on va continuer de traiter, je ne sais pas.
Alors que les forces rivales ont dépêché des renforts supplémentaires à Khartoum, le conflit s'enlise. Pendant ce temps, la situation humanitaire dans la capitale se dégrade de jour en jour. 7 millions de personnes sont otages des combats. Les ponts qui enjambent le Nil sont fermés, ils traversent tout le pays, on l'a vu. Abandonnant leur maison à la hâte, de nombreux habitants du centre-ville ont fait leurs valises et tenté de rejoindre des proches dans des quartiers plus calmes. Ah oui, quand ta maison ressemble à ça, t'es peut-être tenté de faire tes valises, effectivement. Ou même t'attends pas que ça en vienne là, mais... Un exode lent au compte-gouttes qui exige de faire des détours, zigzaguer entre les groupes de miliciens dispersés dans tous les quartiers. Certains de ces déplacés urbains portent un baluchon, marchant à découvert au bord des routes ensablées, bravant les échanges de tirs et s'exposant aux balles perdues. D'autres sont toujours coincés au cœur d'une zone de guerre, comme cette soixantaine d'étudiants de l'université de Khartoum et leurs professeurs, réfugiés dans la bibliothèque. Les plus chanceux ont pu s'extirper de la capitale en prenant la route de Ouad Madani, à 3 heures de voiture au sud-est, en longeant le Nil où peu de combats ont été rapportés. Surtout urbains, visiblement. Hein. C'est pas tellement une lutte pour prendre des territoires, mais pour prendre les lieux de pouvoir. Donc la capitale, forcément, c'est ça que tu vas target. Pour ceux qui restent, chacun a mis en place une routine de survie. On se rationne, on a pu remplir des bidons d'eau dans la rue pendant une accalmie, on fait attention aux quantités de nourriture que l'on consomme, raconte un psychologue, confiné à Bari, un quartier à l'est du Nil bleu avec sa femme et ses enfants. La plupart des magasins de la ville ont baissé le rideau, certaines épiceries restent ouvertes quelques heures par jour, mais les rayons n'ont pas été approvisionnés depuis samedi matin au début des combats. T'imagines comment tu te bats pour la dernière boîte de raviolis. Ça parle anglais pour sucer notre islamophobie. J'ai pas compris la take à Aérobie là. Salut, pas bien joyeux la thématique. Oui, et en plus avec des conditions techniques déplorables pour stream Orphia. Mais la rediff vous tend les bras juste à la fin du live. Quand les armes se taisent pour quelques minutes, les voisins viennent se ravitailler, attrapant les conserves qui leur tombent sous la main. Dans les réfrigérateurs privés d'électricité, les produits laitiers pourrissent, victimes de la chaleur étouffante. Au détour d'un square protégé par de hauts bâtiments, oui, vous imaginez la température qu'il fait déjà à cette période de l'année, du coup au Soudan. Au détour d'un square donc protégé par de hauts bâtiments, des amis se retrouvent, discutent à l'ombre, débattent des affrontements, faisant fi des tirs qui grondent au loin. Le peuple a choisi son camp. Aucun de ces deux généraux ne nous représentera jamais. Ils ne sont pas des chefs d'État, sinon aucune de ces balles n'aurait été tirée. Aucun citoyen n'aurait été blessé, aucune âme ne se serait éteinte. Ils nous auraient protégés, s'indigne Ayman Komi, originaire du Darfour, qui n'en pouvait plus de rester cloîtré chez lui. Ouais, le confinement là-bas, ça a une autre gueule. Hein. Quelques minutes plus tard, les voisins descendent avec des gamelles pleines pour partager l'iftar. Le repas de rupture du jeûne a même le sol, comme c'est la tradition au Soudan. Dimanche 16 avril, l'ONU avait fini par arracher une trêve humanitaire de 3 heures aux deux belligérants. Le cessez-le-feu n'a pas duré 1 minute. Ah oui, c'était le 16 avril. Moins d'1 minute de cessez-le-feu. Quelques secondes, quelques dizaines de secondes. Les soldats méprisant les ordres émanant de leur commandement. Lundi, plusieurs cas de pillage ont été rapportés, des magasins mis à sac par des miliciens. Et oui, parce que les bidas aussi, il faut qu'ils se nourrissent. Hein. Et généralement, tu vas difficilement leur faire la compétition là-dessus. Déployés au milieu des quartiers résidentiels, des hommes en armes ont fait irruption dans des habitations de civils, semant la terreur. Ah ouais, ils se servent même chez les gens. Même l'ambassadeur de l'Union Européenne au Soudan a été agressé dans sa résidence. Ça, c'est peut-être l'info que vous avez vue. Parce que du point de vue européen, ça, voilà, on n'en parle que à ce moment-là. Bon, il n'a pas été blessé. Bon, c'est pour le symbole, oui, c'est marquant, mais c'est ce qu'a annoncé sur Twitter le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, je ne sais pas comment ça se prononce, dénonçant une violation flagrante de la Convention de Vienne. Un convoi diplomatique américain au Soudan a par ailleurs essuyé des tirs lundi, mais personne n'a été blessé. C'est ce qu'a révélé mardi le secrétaire d'État américain Anthony Blinken, qui a beaucoup l'occasion de faire des déclarations en ce moment sur plein de dossiers. On parle de lui dans tous les sujets presque. Et merci Dolly Peony qui a pris un abonnement de niveau 1. Merci beaucoup. Alors les alertes ne se lancent pas. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est parce que j'ai une connexion internet complètement pétée aujourd'hui, mais je te mets un... Voilà, comme alerte et un gros Danyavada. Est-ce que j'ai pas raté d'autres choses? Les multiples exactions commises posent la question de la capacité de contrôle des deux généraux sur leurs troupes. Bah ouais, si quand il y a des cessez-le-feu, que même eux
décrète vouloir jouer le jeu. Alors quelle est la réalité de la chaîne de commandement, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est pas suivi des faits. Plus de 185 civils tués, donc le décompte au moment de la rédaction de cet article. On ne sait pas pour les militaires, hein, évidemment. Les hôpitaux, eux, ferment les uns après les autres, faute de matériel et de personnel, empêchés de rejoindre leur lieu de travail. Les médicaments, les bouteilles d'oxygène et les poches de sang viennent à manquer. 5 établissements ont été évacués après avoir été criblés de balles et partiellement détruits par des roquettes. Selon un membre d'un comité de médecins, qui requiert l'anonymat, le personnel hospitalier décrit des scènes de chaos, des enfants tués par des balles perdues, des familles ne pouvant pas récupérer leurs morts dans les morgues pour les enterrer. Et du coup, tout comme les denrées dans les frigos privés d'électricité. Est-ce qu'au moins il y a de l'électricité dans l'hôpital? Est-ce que on laisse juste les corps de leurs proches pourrir dans la morgue? Je sais pas, désolé pour le ton un peu sombre, mais la guerre c'est rarement rigolo, hein. Plus de 185 civils donc tombés dans des combats qui ne sont pas les leurs. Et ça c'est moi qui rajoute, mais bon, ça semble assez évident. Les dépenses militaires qui représentent 80% du budget de l'État asphyxiant les... C'est pas un petit budget du coup. Nous on se plaint en France. Bah, nous, oui, ils te débloquent des 413 milliards en plus. Faudrait voir combien c'est maintenant. Asphyxiant les services essentiels comme l'éducation ou la santé. Bah pourquoi faire? Mais si on met le budget pour tuer les gens, c'est pas pour les soigner. Servent aujourd'hui à loger des balles dans les poitrines de nos fils et de nos filles. Ce que dénonce Amira Osman, militante féministe et figure du mouvement pro-démocratie. Alors que les yeux du monde entier sont rivés sur Al-Bourhan et Mehdi qui s'affrontent, les voix des millions de Soudanais qui ont participé à la révolution pacifique ayant mené à la fin de 30 ans de règne militaire et islamiste d'Omar al-Bashir en 2019 sont assourdis par les balles. T'imagines la désillusion pour les gens qui ont pris des risques en plus parce qu'il y avait sûrement pas que des factions militaires, tout le monde n'en pouvait plus de Omar al-Bashir. Désolé les gars, vous avez fait ça pour rien. Pour le moment, en tout cas. Pourtant dans cette ville devenue enfer, nombre d'entre eux s'organisent. Les comités de résistance, cellules militantes qui ont essaimé dans chaque quartier au cours du soulèvement populaire, constituent des réseaux d'entraide. Sur internet, les appels en tout genre se multiplient. Des citoyens lambda partagent de l'eau et de la nourriture avec des inconnus, venus se réfugier chez eux. L'état de siège ne se limite pas à la capitale. Au Darfour, les combats font rage, les pillages se succèdent et de nombreuses victimes civiles ont été recensées. Il n'y a pas que dans la capitale. Pour Ayman Komi, et puis le Darfour, ils en ont encore plus marre à Khartoum sur le coup. Pour Ayman Komi, dont la famille est à El Fasher, la capitale du Darfour du Nord, ce conflit ne fera que des perdants. Que les soldats rentrent dans leurs casernes et que les forces de soutien rapide soient dissoutes. Ce pays doit être gouverné par des civils, non par des militaires, entonne-t-il, reprenant l'un des slogans phares de la révolution. La révolution pacifiste qui malheureusement n'a jamais été corporelle dans ce pays. Et là, on n'en est plus dans des révolutions. On en est simplement dans une rivalité militaire, quoi. On avait une dernière vidéo avec des images proposées par Africa News sur le coup. Je crois qu'ils bloquent pas les rediffs Africa News, merci à eux. Donc je vais vous laisser l'image telle qu'elle. Pourquoi éduquer quand on peut lobotomiser? Bah oui, l'armée c'est bon. L'armée ça t'apprendra tout ce que tu as besoin de savoir mon copain, et confiance. Donc on regarde ces images ensemble. Les affrontements au Soudan depuis samedi entre l'armée régulière du général Abdel Fattah el-Burhan et les forces paramilitaires c'est comme ça qu'il fallait le prononcer. De son ancien allié, le général Mohamed Hamdan Daglo, ont déjà fait près de 200 morts et au moins 1800 blessés selon l'ONU. Des colonnes de Donc comme on l'a vu, les avions et les aéroports target. Fumée noire plombe le ciel de Khartoum, où les combats à l'arme lourde ont piégé les civils chez eux, souvent sans électricité et sans eau. Lundi soir, l'Union européenne a annoncé que son ambassadeur avait été agressé dans sa résidence, dénonçant une violation flagrante de la Convention de Vienne. Le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, a rappelé que les autorités soudanaises avaient la responsabilité d'assurer la sécurité des installations diplomatiques et des diplomates présents dans leur pays. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, c'est une voiture de flic ? C'est étrange. A appelé les deux généraux rivaux à cesser immédiatement les hostilités. Je condamne fermement la flambée de combat qui a lieu au Soudan et j'appelle les dirigeants des forces armées soudanaises et des forces de soutien rapide. Le problème c'est qu'ils n'arrivent pas à trouver un gentil, un méchant. Malheureusement les gens, ça n'est pas le moment de m'appeler, merci.
à cesser immédiatement les hostilités, à rétablir le calme et à entamer en 4G depuis le téléphone, oui, c'est pour ça que rien ne fonctionne aujourd'hui. Désolé, hein, s'il y a les alertes qui se déclenchent pas, si rien ne marche, si vous avez l'image qui se fige, je fais... normalement, je devrais même pas stream, mais ça me saoule de pas pouvoir bosser, ça me saoule de pas pouvoir live, et du coup, bah, j'essaie de faire avec ce que je peux, mais j'ai un technicien qui vient demain. un dialogue pour résoudre la crise. La situation a déjà entraîné d'effroyables pertes en vies humaines, dont de nombreux civils. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken s'est pour sa part entretenu mardi séparément avec les deux généraux rivaux luttant pour le pouvoir au Soudan et a insisté sur l'urgence d'aboutir à un cessez-le-feu. Lundi, un convoi diplomatique américain au Soudan a essuyé des tirs, mais personne n'a été blessé. Anthony Blinken a évoqué un acte irresponsable. Et ils aiment pas trop hein, quand ils ont des gens de chez eux qui se font target. Ça, on connaît un petit peu les ricains. Est-ce que vous avez des réactions avant qu'on close ce sujet? Je vous encouragerais à regarder parce que moi j'ai fait vraiment qu'un résumé, même s'il a duré 30 minutes. Désolé pour la longueur de la rediff. Il y avait un article de Mediapart, plusieurs de RFI, du TV5 Monde, du France 24. Il y avait d'autres vidéos YouTube que je vous ai pas mis. Il y a un rapport de Small Alarm Survey Soudan, un rapport d'amnesty.org. Et voilà, et puis un dessous des cartes aussi que je vous ai mis en bonus, histoire d'avoir un petit peu tous les dos. En vrai, ça passe pas mal en 4G, l'image et le son est pas dégueu. Ah, merci Asilo, ça me fait plaisir. Voilà, je fais vraiment comme je peux aujourd'hui. Orphir qui nous dit, et puis bon, les mercenaires et miliciens qui vivent sur le pays font rarement dans la douceur. Ouais, bah, s'ils pouvaient vivre dans le pays et pas sur le pays et sur le dos du reste de la population, bah, on les en remercierait.